OK, donc maintenant, on va attaquer l'étude dynamique d'un système. L'étude dynamique d'un système. Alors, l'étude dynamique d'un système nécessite de définir la notion de centre de masse. D'abord, imaginons qu'un système soit, par exemple, un satellite et qu'on veut étudier le mouvement du satellite. Mais le satellite, c'est un objet qui est massif, etc. Ce n'est pas un point. Si je veux étudier, si je veux étudier le système, son mouvement, s'il n'est pas ponctuel, je vais étudier ce qu'on appelle le centre de masse, d'accord, du système. C'est quoi le centre de masse du système? C'est un point qui se situe dans une position moyenne de sa masse, en fonction de la distribution de la masse, d'accord? Voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle le centre de masse. Je ne vais pas m'étendre sur cette notion parce que bon, c'est pas non plus extraordinaire. Centre de masse. Donc, c'est le centre moyen d'un système. Donc, c'est le centre qui concentre la masse d'un système. Donc, c'est le centre qui concentre la masse d'un système. Alors. Alors, tac. Voilà. Donc, généralement, si le système est homogène, si le système est homogène, en fait, ce centre est confondu avec le centre géométrique. Par exemple, si tu as une caisse cubique, eh ben, le centre de masse, si la caisse est homogène d'une manière, est réalisée avec un matériau homogène, c'est le même matériau, par exemple une boîte en bois, bah, ça va être le centre géométrique du cube, quoi, tout simplement, c'est-à-dire l'intersection de ses diagonales. D'accord? Ça, on sait ce que c'est. Bon, après, on a un truc intéressant, c'est ce qu'on appelle le référentiel. On a déjà vu ce que c'est qu'un référentiel en première, donc je ne vais pas revenir avec détail sur cette notion. Donc, on avait dit qu'un référentiel, généralement, c'est quoi? C'est un repère plus l'axe temporel. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce qu'on appelle les référentiels galiléens. Tu te souviens? Galiléens. On avait dit que c'était quoi? Comment tu définis un référentiel galiléen? Un référentiel galiléen, on avait dit que c'était un référentiel dans lequel le principe d'inertie est applicable. Donc, c'est un référentiel dans lequel les lois de Newton, en général, on va voir, sont applicables. Par exemple, le principe d'inertie qui nous dit que quand un système est isolé ou pseudo-isolé mécaniquement, son mouvement est soit il est dans l'équilibre, soit il est en mouvement rectiligne uniforme. OK? Alors, maintenant, on va voir la loi la plus importante de ce chapitre, qui est en fait la seconde loi de Newton. La deuxième loi de Newton. Donc, alors en fait, la deuxième loi de Newton est une généralisation du principe d'inertie qu'on a vu en première.
C'est une loi qui permet d'expliquer les causes et les propriétés d'un mouvement. En gros, c'est un des liens qui existent entre les deux parties en physique que sont la dynamique et la cinétique. Je rappelle que la dynamique, c'est quoi? C'est la partie de la physique qui étudie les causes du mouvement, les forces, les actions mécaniques, les moments, les couples, etc. Tout ce qui va générer le mouvement, tout ce qui va être à l'instigation ou à l'origine du mouvement. Et la cinétique ou la cinématique, bah, c'est tout ce qui est conséquence du mouvement, c'est-à-dire la vitesse, l'accélération, etc. Et un des ponts qu'on peut trouver entre ces deux parties de la physique, que sont la dynamique et la cinétique, c'est la deuxième loi de Newton, qu'on va voir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette deuxième loi de Newton? Elle nous dit que dans un référentiel galiléen, dans un certain type de référentiel, dans un référentiel galiléen, la résultante des forces extérieures, la résultante des forces extérieures, sigma F appliqué à un système est égal. Tu te souviens, cette somme des forces extérieures, on avait vu dans le principe d'inertie, c'était nul si ces forces se compensaient. D'accord? Mais là, peu importe que les forces se compensent ou pas, on sait à quoi est égale en permanence cette résultante vectorielle des forces extérieures appliquées sur le système. C'est toujours égal à sa masse, à la masse égale au produit, en fait, au produit de sa masse, donc la masse du système, et du vecteur accélération, et du vecteur accélération, et du vecteur accélération de son centre de masse. Donc du centre de masse de son centre de masse, d'accord? En gros, sigma de F, somme des forces extérieures appliquées sur le système, c'est en permanence égal à la masse du système fois le vecteur accélération. Tu vois, c'est super important. C'est super puissant. Si tu n'es pas obligé d'avoir un système qui est à l'équilibre ou les forces qui se compensent ou quoi que ce soit, tu peux en tout moment savoir que la valeur vectorielle de la résultante des forces, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées, est toujours égale à la masse fois l'accélération. D'accord? Oui. Voilà, donc du coup, puisqu'on a deux vecteurs qui sont égaux, ça signifie que sigma de f, qui est la somme des forces extérieures, en fait, va avoir la même direction, le même sens que le vecteur accélération. Et la valeur, en fait, du vecteur somme sigma de f, c'est toujours m fois l'accélération, tu vois. Bon, cela va de soi. OK? Bon, évidemment, tu vois que si les forces se compensent, évidemment, l'accélération est nulle. Une accélération qui est nulle, ça veut dire que la vitesse ne varie pas. Soit la vitesse est égale à 0, donc le système étant à l'équilibre, soit la vitesse, puisqu'elle ne varie pas, le mouvement est rectiligne uniforme. D'accord? Donc, on ne va pas voir le cas particulier de l'équilibre, puisque c'est un cas qu'on avait vu auparavant en première. J'aurais pu refaire une petite parenthèse là-dessus, mais j'aimerais bien quand même qu'on pratique, surtout parce qu'on profite pour pratiquer. Alors,